Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cet 10e épisode de la saison 3 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler l'épisode positif. Mais pas au Covid. Mouah. En pleine forme pour ce début d'année. Merci d'abord à toutes et à tous de nous écouter. Encore, toujours, ça nous fait chaud au cœur. On vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche, le chiffre de couple, comme le nom du podcast, ou par email sur tranchedecouple@gmail.com. On vous souhaite, comme c'est le début de cette année, une très très bonne année à vous et à vos proches. On vous souhaite de pouvoir réaliser tous vos projets, d'avoir de beaux moments en 2022. De continuer à vivre vos rêves. Et surtout, de continuer à écouter Tranche de couple. Absolument, tout à fait. Et de le partager sur vos réseaux sociaux pour que d'autres puissent aussi découvrir ce podcast si ça les intéresse. D'ailleurs, Max, tu veux nous parler de la dernière petite découverte que tu as fait sur comment donner de la visibilité à Tranche de couple, peut-être ? Exactement, j'ai découvert hier. Bonne résolution de l'année, donner de la visibilité à Tranche de couple, numéro 1. Spotify avait mis en place un système de notation des podcasts. Donc, si ça vous plaît d'écouter ce podcast, n'hésitez pas à aller mettre une note dans Spotify si vous utilisez Spotify ou dans l'appli que vous utilisez. Peut-être qu'il y a aussi un système de notation. Et en fait, ça permet, quand les gens font des recherches, que ça apparaisse en haut de la pile. On commence comme d'habitude avec notre rubrique Actu, et c'est Guillaume qui nous parle de quelqu'un de très sage. Et oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Desmond Tutu qui nous a quittés le 26 décembre dernier. Alors Desmond Tutu, il est né le 7 octobre 1931 et donc décédé le 26 décembre 2021 au Cap, en Afrique du Sud. Desmond Tutu, il est surtout connu parce que c'est un pourfendeur de la paix, c'est un porteur d'un message de paix et d'égalité entre les peuples. Il a été successivement évêque de Johannesburg, archevêque du Cap, et il a été surtout connu pour sa lutte, aux côtés notamment de Nelson Mandela, contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc pour un petit rappel, l'apartheid, c'était ce régime de ségrégation qui a été imposé par les Afrikaners, les colons blancs en partie d'origine néerlandaise qui ont colonisé l'Afrique du Sud, pour séparer du coup les blancs des autochtones noirs qui étaient présents en Afrique du Sud. Et c'est un régime qui visait à vraiment faire en sorte que les Blancs dominent le pays, bien qu'il n'en ait pas été les premiers habitants. Donc Desmond Tutu est très connu pour sa lutte contre ce régime d'apartheid, un régime d'apartheid qui est tombé en 1994. Il a un de ses premiers faits d'armes, entre guillemets, mais c'est toujours les armes de la paix avec lui, c'est lors des funérailles de Steve Biko, qui était un activiste en Afrique du Sud, assassiné en 1977, où il a rappelé qu'un jour, les Blancs et les Noirs dans ce pays seraient égaux, ce qui était à l'époque un risque qui représentait un risque assez important. En 1984, pour sa lutte sans cesse pour la paix, il reçoit le prix Nobel. Et en 1994, à la fin du régime ségrégationniste, à la chute du régime ségrégationniste de l'apartheid, Nelson Mandela lui confie la direction de la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est un combat qu'il devait mener pour la justice sociale, pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs, entre tous les peuples en Afrique du Sud. On rappelle aussi que c'est lui qui est à l'origine du concept de nation arc-en-ciel qu'il a appelé de ses voeux dans cette Afrique du Sud si multiculturelle, si diverse, mais qui a vécu tant de difficultés avec ce régime d'apartheid. Alors, un des reproches qui lui est fait aussi, c'est que de ne pas avoir poussé avec cette Commission nationale de la vérité et de la réconciliation, qui devait en faire la lumière sur les crimes qui avaient été commis et mettre en place des mesures pour plus de justice sociale, c'est justement de ne pas être allé assez loin. Mais lui-même a rappelé tout au long de sa carrière que c'est un combat qui n'était jamais terminé, qu'il fallait continuer à mener. En 2007, il a créé un conseil d'anciens, il a fait partie en tout cas des créateurs d'un conseil d'anciens, hommes, femmes politiques d'importance de partout dans le monde, pour
La paix dans le monde, qui a étudié des possibilités pour apporter la paix dans des régions touchées par la guerre ou par des tensions. Il est connu aussi pour des prises de position qui lui ont valu parfois d'être qualifié d'antisémite, notamment sur la situation actuelle en Israël, où il a toujours appelé de ses voeux la création d'un État palestinien à part, tout en ne remettant pas en cause, bien entendu, l'existence de l'État d'Israël en lui-même, mais il insistait sur la nécessaire possibilité pour les Israéliens et les Palestiniens de vivre ensemble, comme l'avaient fait les Noirs et les Blancs, les Afrikaners et puis les Autochtones en Afrique du Sud. Lors de la remise du prix Templeton, qui est un prix qui est remis en Angleterre pour la recherche ou la découverte de réalités spirituelles, en 2013, il a dit cette phrase qui finalement résume toute sa vie au service des Sud-Africains et de l'humanité. Il a dit « Est-ce que l'on pourrait remettre un sourire sur le visage de Dieu ?» Et comment est-ce qu'on remet un sourire sur le visage de Dieu ? Eh bien, Dieu, il est content, si on peut le dire comme ça. Dieu, il est content quand les hommes sont contents, quand les hommes et les femmes, les êtres humains, ne se font plus la guerre, mais vivent en paix les uns avec les autres, et que la justice sociale est respectée. Donc voilà, je pense qu'on a perdu là une grande voix, une des dernières grandes voix des combats du XXe siècle, et qu'on devrait toujours, j'espère qu'on aura toujours en tête tous ces gens, tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont combattu pour permettre plus de justice sociale justement dans notre monde et pour promouvoir la paix dans le monde aux côtés de tous les autres membres du genre humain. Merci Guillaume de nous avoir partagé ces quelques mots sur Desmond Tutu et voilà une belle figure et ça fait partie de cet épisode positif parce que même si il est décédé, on peut retenir son combat et tout ce qu'il a souhaité partager. Et se souvenir, on l'a déjà dit dans ce podcast, dans d'autres contextes, mais que rien n'est jamais gagné et que les combats, notamment celui pour la paix, est un combat qui se vit tous les jours, dans la religion ou pas dans la religion, mais qu'en tout cas, on a tous un rôle à jouer aussi pour ça. Allez, on passe à la rubrique Décrypte l'Europe pour sans transition. Max, tu vas nous parler de la PFUE. PFUE, ouais, c'est ça. C'est quoi ? Ah oui, alors durant ce premier semestre 2022, on va décrypter la PFUE, acronyme qui veut dire la présidence française de l'Union européenne. Celle-ci a débuté le 1er janvier, elle durera jusqu'au 30 juin. Alors vous vous en rappelez peut-être, la présidence du Conseil de l'Union européenne, elle tourne tous les 6 mois entre les 26 États membres de l'Union européenne. On vous en avait parlé déjà dans l'épisode 22 de la saison 2, alors si vous voulez revenir sur cet épisode pour écouter ce qui se dit sur la présidence tournante, vous pouvez le faire. La dernière fois que la France avait la présidence, c'était en 2008, sous Nicolas Sarkozy, et la prochaine fois, ce sera en 2035. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la présidence tournante ? Ça veut dire que c'est la France qui fixe l'ordre du jour des réunions des différentes formations du Conseil de l'Union européenne qu'elle préside. Et pour mémoire, il y a 10 formations de ce Conseil. Il y a le Conseil Affaires économiques et financières, le Conseil Agriculture et Pêche, le Conseil Compétitivité, le Conseil des Affaires Générales, le Conseil Éducation, Jeunesse, Culture et Sport, le Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs, le Conseil Justice et Affaires intérieures, le Conseil Transport, Télécommunications et Énergie, le Conseil Environnement et enfin le Conseil des Affaires étrangères. Alors toutes les réunions sont présidées par l'État membre qui a la présidence, donc ce sera la France, à l'exception du Conseil des Affaires étrangères qui est présidé par le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité. Le sieur Joseph Borrell. Exactement. Le rôle du Conseil de l'Union européenne, c'est de coordonner les politiques des États membres dans des domaines tels que les politiques économiques et budgétaires, l'éducation, la culture, la jeunesse et les sports, la politique de l'emploi, la politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil est le co-législateur avec le Parlement européen sur base de propositions qui sont faites par la Commission. Le Conseil de l'Union européenne prend ses décisions à la majorité qualifiée, à la majorité simple ou à l'unanimité, en fonction de la décision qui doit être prise. Le mode de vote le plus habituel, c'est la majorité qualifiée qui est utilisée pour près de 80% de la législation de l'Union européenne. Alors, le 9 décembre dernier, le président français a présenté les priorités de la présidence française autour de la devise « Relance, puissance, appartenance ». Il y avait 3 axes, comme les 3 axes de la devise. Le premier axe est celui d'une Europe plus souveraine, au travers de 3 dimensions, la migration, la défense et le voisinage. Le deuxième axe, c'est bâtir un nouveau modèle de croissance européen, avec une croissance durable, innovante, soutenable,
une politique climatique ambitieuse et une politique du numérique. Et le troisième axe, c'est une Europe à taille humaine, avec notamment la conclusion de la conférence sur l'avenir de l'Europe, la jeunesse et la culture. Ces priorités s'inscrivent dans le cadre d'un programme négocié avec les autres membres du trio de présidence tournante, la France, la République tchèque et la Suède. En fait, ça, c'est pour qu'il y ait une certaine homogénéité et que tous les 6 mois, on change radicalement. Et donc, puis surtout qu'en 6 mois, c'est difficile d'atteindre beaucoup d'objectifs parce que vous le savez, le processus de l'Union européenne, c'est un processus qui est long. On négocie pendant de longs mois entre les États membres. Ensuite, il y a la négociation avec le Parlement européen dans le cadre de ce qu'on appelle les trilogues, où il y a la Commission qui a fait la proposition initiale, le Conseil qui représente les États membres et le Parlement européen. Et il faut se mettre d'accord entre les deux co-législateurs, donc entre le Conseil et le Parlement européen, pour que ce soit adopté. Alors, durant cette présidence, près de 400 événements sont prévus en France. On vous partagera une carte qui est pas mal faite et qui fait le bilan de ces réunions ministérielles à venir. Et on reviendra tout au long du semestre, dans la rubrique de décryptage de l'Europe, sur les développements de cette présidence française. Déjà, vous pouvez avoir en tête que dans les prochaines semaines se tiendront 2 étapes très importantes qui sont habituelles au début de chaque nouvelle présidence tournante, à savoir la visite du Collège des commissaires européens conduit par la présidente Ursula von der Leyen à Paris, donc le 6 et 7 janvier, et le discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen à Strasbourg le 19 janvier. Voilà, je m'arrête là. On reviendra, comme je le disais, dans les prochains épisodes pour focaliser sur quelques éléments importants en fonction de ce qui sera déroulé. Merci Max. Voilà, on espère qu'on vous a mis en appétit pour l'Union européenne. On sait que parfois c'est un sujet un peu compliqué où on a un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne, mais Max va tout faire avec sa grande pédagogie pour nous présenter ce sujet sous les meilleurs auspices et sous un point positif comme ce podcast. D'ailleurs, en parlant de choses positives, Max, tu veux faire un petit complément aujourd'hui ? Et oui, je voulais aussi se féliciter du lancement réussi du télescope James Webb, qui a eu lieu le 25 décembre 2021. Joyeux Noël! Voilà, c'est un observatoire spatial infrarouge qui a été conçu par la NASA avec l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. L'objectif de ce télescope, c'est d'étudier les mystères de notre système solaire, d'aller regarder au-delà des étoiles et des galaxies, et d'essayer de comprendre l'origine de notre univers et notre place dans les différentes galaxies. Donc c'est un télescope spatial qui est en fait le plus grand et le plus onéreux jamais lancé dans l'espace. Il va pouvoir poursuivre les travaux du télescope spatial Hubble avec quelques différences parce que les longueurs d'onde qu'il va pouvoir observer sont plus longues. Donc le télescope James Webb va se concentrer sur l'infrarouge proche et moyen et avec sa résolution et la banque spectrale qu'il couvre, il va dépasser largement ce que Hubble pouvait faire pour l'observation dans l'infrarouge. Mais par contre, il n'aura pas la capacité de regarder dans l'ultraviolet ni l'intégralité de la lumière visible. Alors ce qui est super impressionnant, c'est qu'il a un miroir qui est énorme, 6,5 mètres de diamètre contre 2,4 mètres pour Hubble. Et pour autant, sa masse, 6 tonnes 2, est 2 fois plus faible que celui de Hubble. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et la très bonne nouvelle, c'est que progressivement, donc il a été lancé le 25 décembre, il a une route qui est assez longue jusqu'à son orbite définitive. Ils ont réussi à déployer en fait les différents éléments du télescope qui est progressivement en train de se déployer. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on pensait que sa durée de vie serait entre 5 et 10 ans. Et la NASA a annoncé il y a quelques jours que, parce que le lancer qui a été fait sur Ariane a été très bien fait, en fait, ils n'ont pas consommé autant de kérosène et tout ça qu'ils pensaient. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir du carburant, du comburant peut-être, pour que le télescope puisse survivre, opérer au-delà de 10 ans. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà un petit peu de tête dans les étoiles pour commencer cette nouvelle année 2022. Oui, personne n'a dit qu'il fallait garder les pieds sur terre. Ça va pas être comme notre point belgitude du jour. Ouais, c'est-à-dire que c'est un épisode positif, mais il y a quand même un petit coup de gueule, Guillaume. Ouais, comme d'habitude, de toute façon, c'est moi qui me récupère le sale boulot. C'est moi qui vais me coltiner de coups de gueule. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup de gueule. Je vais vous parler du Codeco Ta Mère.
Ça vous dit quelque chose, hein? Ah oui, on l'a déjà Vous vu. avez déjà entendu, hein? Ouais. Eh ben, on recommence, on prend les mêmes clowns et on recommence. Eh ben oui, parce que nos amis du Codeco, hein, n'est-ce pas, se sont retrouvés le 22 décembre dernier pour refaire le point sur les mesures qui étaient en place à l'appel de certains responsables politiques pour faire le point sur les mesures qui avaient été prises, notamment début décembre. Vous vous souvenez de mon précédent coup de gueule où ils avaient décidé que finalement il fallait réduire les jauges à 200 personnes, notamment dans la culture. Et bien là, manquant cruellement d'idées et de choses à faire, à décider, ou en tout cas n'ayant aucune capacité à se mettre d'accord sur des décisions, ils ont décidé qu'il fallait tout simplement fermer un certain nombre d'institutions et d'établissements, et notamment les établissements culturels. On va dire que ça concerne quasi essentiellement les établissements culturels, dans une moindre mesure le sport, mais on parle des théâtres, on parle des cinémas, on parle de plein de toutes ces salles qui jusqu'à maintenant devaient déjà se débrouiller pour travailler avec des jauges à 200 personnes, ont appris le 22 décembre que le 26, elles allaient devoir fermer. Alors évidemment, ça touche des artistes qui voient leur contrat une fois de plus annulé, ça touche toutes les personnes qui travaillent derrière la scène pour ces institutions qui se retrouvent sans travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, le monde de la culture en Belgique a été resté relativement passif. Et moi, dans ma façon de voir les choses, il manque en Belgique un ministre ou une ministre de la culture qui a un peu de force et qui puisse un peu faire des coups de gueule comme on a pu avoir en France, notamment avec Roselyne Bachelot. Alors on pourra trop dire tout ce qu'on veut sur son arrivée au gouvernement, mais elle a en tout cas réussi dès son arrivée à obtenir une augmentation du budget de la culture, à obtenir des crédits pour aider les artistes qui étaient pris dans la crise. On rappelle qu'elle est arrivée en juillet 2020 à son poste. Ici en Belgique, on manque un peu de ce repère pour la culture, et donc c'est un peu la troisième roue du carrosse, voire la quatrième, voire la cinquième. Et difficile, c'est un secteur qui est très peu, qui s'organise très peu, disons au sens large. Il y a beaucoup de petites organisations pour les cinémas, pour les théâtres, pour les concerts de musique actuelle, etc., etc. Tout ici est très morcelé. Sauf que quand on sort une clownerie de plus comme celle qui est sortie le 22 décembre, donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens restent une fois pour toutes sans rien dire. Aujourd'hui, la culture a montré qu'elle pouvait s'unir, puisqu'il y a eu une manifestation le dimanche 26 décembre après-midi au Mont des Arts qui aurait rassemblé entre 5 et 15 000 personnes en fonction de la police ou des manifestants. Enfin bref, beaucoup de monde, en tout cas à l'échelle de la Belgique et à l'échelle d'un secteur qui pourtant n'est pas un secteur extrêmement grand en soi, mais qui a un impact très important. Non seulement ça, mais un certain nombre d'organisations ont également fait un recours devant le Conseil d'État pour discrimination contre cette décision unique et inique du Codeco, recours qui a été accepté par le Conseil d'État, qui a demandé donc au gouvernement de revoir sa copie et de refaire un arrêté royal pour réouvrir les salles. Est-ce que ça s'arrête là ? Non, évidemment. C'est la Belgique. Le Conseil d'État a donc statué sur le sujet. Un nouvel arrêté royal est sorti le 28 décembre dans la soirée, sauf qu'on a senti le seum du gouvernement à son paroxysme, puisque le gouvernement a dit « Ok, vous pouvez rouvrir, mais par contre, pas plus de 50 personnes dans les salles ». On est donc passé d'une jauge de 200 à une jauge de 50. Alors après, il y a une petite ligne qui est libre d'interprétation par les collectivités locales. On peut s'imaginer que peut-être manquant une fois de plus de cohérence et de trouver des points d'accord, ils se sont remis justement sur chaque région. Ils ont remis sur chaque région la possibilité de prendre des décisions sur la jauge réelle des salles. On peut espérer en tout cas que les régions seront un peu plus courageuses que le gouvernement et qu'on puisse revenir dans le courant du mois de janvier. Et malgré évidemment Omicron, dont pour l'instant on attend toujours un peu tous de voir comment ça va se passer, mais Omicron, sur quelque chose de plus raisonnable et une ouverture plus raisonnable des salles. Pas simple. La Belgique, c'est pas simple. Bref, podcast positif. On va passer à notre rubrique tranche de couple. Exactement. Enfin, notre rubrique vie de couple du podcast couple, tranche de couple. Alors, on s'est un peu décousu, mais je vous rappelle qu'on a fait la bringue avant-hier. Voilà, comme tout le monde. De manière modérée, bien sûr. Alors, on s'est dit qu'en ce premier épisode de l'année 2022, on pouvait peut-être faire un retour en arrière et vous parler de nos 3 tops et de nos 3 flops. Tout à fait.
Guillaume, peut-être tu commences. On va peut-être commencer par les flops, donc comme ça sera fait. Allez, vas-y. Allez, 3 flops. Mon premier flop, c'était justement tout ce bazar avec le Covid, parce que sur le boulot, moi, dans mon travail, ça joue quand même beaucoup. J'ai un peu l'impression d'avoir passé mon temps à faire des trucs liés au Covid, quoi. Des trucs administratifs, des tests, des tableaux Excel monstrueux. Déjà, j'en faisais avant, évidemment, ça fait partie de mon boulot, mais là, on a l'impression d'en faire 50% de plus, quoi. Et puis, on a quand même ce sentiment de tricoter, de détricoter. Ouais. Tu faisais référence à la métaphore, au mythe grec. Ah oui. Alors, il y a deux mythes grecs qui pourraient s'appliquer. Il y a Sisyphe, vous savez, le mec qui monte sur son rocher sur sa montagne, et puis le rocher tombe, alors Sisyphe redescend. Il est puni à ça, en fait, il a été puni à ça. Et il remonte son rocher. Et puis il pousse le rocher. Il pousse le rocher Ouais. du haut de ses bras. Et il est condamné à faire ça pendant toute sa vie. Donc les choses se reprennent. Ça, c'est le premier mythe. Le deuxième, ça peut être aussi, c'est plus un mythe, c'est plutôt une légende, c'est celle d'Ulysse, de sa femme Pénélope, qui, afin de gagner du temps sur le retour de son mari et ne pas devoir transmettre le pouvoir à Ithaque, leur île d'origine, elle avait dit pendant... Oui, on fait un petit point en mythologie. Elle avait dit que lorsqu'elle aurait terminé l'ouvrage sur lequel qu'elle tissait à ce moment-là, eh bien alors, si Ulysse n'était pas revenu, le pouvoir passerait au suivant, ou un truc comme ça. Et donc, toutes les journées, elle tissait, et toute la nuit, elle détricotait de ce qu'elle avait fait pendant la journée pour gagner du temps sur le retour d'Ulysse. Là, c'est un peu ça. On a l'impression que... Alors, je suis plutôt en fait sur Sisyphe, là. C'est-à-dire que, parce que, à la limite, elle le faisait volontairement, quoi. Je veux dire, elle détricotait pour gagner du temps. Nous, on fait ça pour en perdre. C'est plutôt Sisyphe qui monte son rocher à bout de bras puis qui le redescend. Enfin bref, donc d'un point de vue professionnel, et bon, moi ça a été un petit peu différent de Guillaume, mais quand même, c'est vrai que ça a été compliqué. Encore un peu de boulot, on prévoit et on reprévoit et on prévoit différemment. Et voilà, donc c'est vrai que c'est quand même compliqué. Et on espère que 2022 sera un peu mieux, même si c'est compliqué en ce moment. Ouais, et puis toujours lié au Covid. Deuxième flop. Deuxième flop, Max. On n'a pas réussi à voir tous les gens qu'on aurait aimé voir, hein. C'est vrai qu'on avait prévu plein de petites choses. On vous a parlé de nos cousinades, notamment, mais aussi, à chaque fois, quand on s'est déplacé en France, quand on a pu se déplacer d'ailleurs en France. Mais on a pu quand même se déplacer. Voyons les choses de façon positive. Un nombre limité de gens. On n'a pas pu se faire autant de bisous et de câlins. Vous savez que, si je vous l'ai jamais dit, que moi je suis très câlin. Le free hug, c'est ma passion. Ouais, alors moi je dois dire qu'il y a quelque chose qui me manque pas tellement. C'est de faire la bise à tout le monde. Ouais. Mais je vous aime quand même, hein, le prenez pas mal si vous nous écoutez. C'est pas parce que je vous fais pas la bise que je vous aime pas, c'est juste que on n'y a pas forcément perdu. Alors pas forcément avec les proches. Avec les proches, c'est autre chose. Mais avec des gens que tu connais pas forcément très bien et à qui tu te sens obligé de faire la bise parce que tu débarques en soirée et qu'ils sont là. C'est vrai. Non, mais on pourra garder le check du coude ou le check du point. Du point. Moi, je trouve ça pas mal. Non, tu vois, positif. C'est un flop, mais on va en tourner un top. Et non, mais bon, voilà. Notamment, c'est vrai que on n'a pas pu beaucoup voir les grands-parents de Guillaume, et ça, c'est pas super. Et puis, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Voilà, on aurait dû les voir à Noël, et puis on les voit pas parce que pour l'instant, ils sont, avec raison, ils sont un peu inquiets. Donc, ils se protègent. Ils se protègent, et c'est très bien. C'est on vrai espère quand même qu'on pourra les voir très vite. Voilà, donc ça c'est vrai, je pense qu'à mon avis, ça c'est un flop que tout le monde partage. Et puis, c'est un peu une extension, mais notre troisième flop, c'est qu'on n'a toujours pas fait... les grands voyages qu'on avait prévus. Alors bien sûr, toujours pas notre voyage de noces, parce que là, lui, ça c'est mort pour l'instant. Vous savez qu'on voudrait partir un peu loin, et donc ça, c'est remisé pour l'instant. Et puis surtout, on vous en a parlé aussi récemment, c'est notre voyage aux États-Unis qu'on avait prévu de faire cet été, et qui pour l'instant est toujours dans les placards. Voilà, donc ça c'était pour les flops de 2021. Allez, passons au top. Guillaume, à toi. Le premier top, c'est quand même un big up à ma sœur, qui a donné naissance il y a bientôt un an, un peu. Quasiment 10 mois et demi. La petite Constance, n'est-ce pas? Nous sommes donc de nouveau tontons. Moi, je suis promis tonton de sang. Je ne sais pas si ça se dit, c'est pas très joli, mais tonton en tout cas par ma famille, mon côté de la famille. Max, lui, est habitué, je veux dire, il y en a déjà 7 côté Max. Donc, voilà, donc on est tonton pour la 8e fois. On est tonton pour la 8e fois. Et effectivement, comme c'est la fille de ta sœur, ça a toujours un petit côté particulier. Et on a passé plein de chouettes moments, d'ailleurs, pendant les vacances
de Noël avec cette petite, n'est-ce pas, absolument adorable, un poil charmeuse sur les bords quand même, ça promet pour la suite. Elle adore faire des sourires. Elle adore faire des surtout moi. sourires pour Entre yeux bleus, on se comprend. Oui, c'est ça. C'est un truc de yeux bleus. Bon, alors le deuxième top, c'est qu'on a quand même appris la flexibilité. C'est vrai qu'on était plutôt organisé, voire parfois un peu psychorigide. Certains se souviendront de nos plans de roulage. On fait des clins d'œil à ceux qui nous font des petites blagues sur nos plans de roulage régulièrement. Et feuille de route, Max. Voilà, et c'est vrai que finalement, ça nous a... Enfin voilà, on a appris à se détacher un petit peu, à prévoir des choses en sachant que peut-être qu'elles n'auraient pas lieu, mais c'est pas grave. Et ça nous a quand même permis de faire des chouettes choses. Voilà, on n'a pas pu aller aux États-Unis, mais on a pu faire un super voyage en Italie, et ça, c'était très très chouette. Bah ouais, ça me rappelle. Moi, on avait fait, en fait, pour vous dire le petit exercice, les tops et les flops, chacun de notre côté. Et puis moi, un de mes tops, c'était quand même d'avoir gagné énormément en flexibilité, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Je pense que ça nous servira pour toute notre vie, mais on a vraiment gagné, on va dire grâce à cette pandémie, soyons positifs, mais en flexibilité, à être plus réactif, à être capable aussi de faire des plans A, des plans B, des plans C. Pour vous dire, on a passé un très, très chouette petit réveillon tout simple avec ma maman et ma sœur finalement. C'était notre plan C. Mais on est ravis d'être arrivé au plan C, mais on était passé du plan A au plan B au plan C, voilà, à cause de tout ce petit Covid, voilà, flexibilité. Allez, dernier top, Guillaume. Dernier top, écoute, on est devenus des sportifs confirmés, je crois qu'on peut le dire. Oui. En tout cas, il y a clairement eu un saut. Je ne dirais pas qu'on est des sportifs professionnels, mais bon. Depuis cet été, non, même avant, en fait. Ça fait depuis le début de l'année qu'on s'est tous les deux motivés pour rester réguliers dans nos sorties sportives. On a eu un peu plus de mal depuis le début du mois de décembre, mais on va s'y remettre. Demain, on y retourne. Et c'est chouette aussi déjà de faire ça tous les deux. Alors, on ne fait pas des choses pour l'instant très passionnantes, mais peut-être qu'on se mettra à faire autre chose en notre sport tous les deux. Après, on essaie de faire un truc où on n'est pas en confrontation, parce qu'on sait que si on se met en confrontation, on risque de finir par se taper sur la tronche à un moment donné. On se connaît. On est un peu Comment Pas du tout. Pas du tout, ça n'arrive jamais. Mais on est content du coup de faire ça ensemble, chacun sur son tapis. On avance en parallèle plutôt que d'avancer l'un contre l'autre. C'est une belle métaphore de la vie finalement. Exactement. Puis on sera quand même content de retrouver notre piscine le jour où elle rouvrira. Ça fait que 2 ans. Patience, patient. On prévu pour 2023, donc je pense que d'ici fin 2024, ça devrait le faire. Allez, on passe à notre dernière rubrique parce que ça va bientôt être déjà la fin de cet épisode. Et aujourd'hui, on voulait vous faire un épisode découverte et vous parler d'une expérience qu'on a vécue pendant ces vacances. Un projet qu'on soutient déjà depuis quelques temps, depuis sa conception, avec un big up à Tania. C'est l'épicerie solidaire Épicé Bon, qui est située dans le 8e arrondissement à Lyon. Et où nous avons fait une petite visite pendant les vacances d'ailleurs, pour essayer de mieux comprendre aussi, parce que c'est vrai que de loin, on sait ce qu'ils font, ce qu'elles font, Tania et Hélène qui ont lancé ce projet, et puis leurs bénévoles, mais ça paraît pas toujours super clair. Alors Max, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Oui, donc l'objectif d'Épicé Bon, c'est de créer du lien social autour de la consommation éco-responsable, avec une épicerie coopérative, une cantine éco-solidaire et un lieu d'animation. Donc c'est un lieu qui est ouvert à l'ensemble des gens qui habitent ou travaillent à proximité de l'épicerie. Ils vendent des denrées alimentaires, des produits d'hygiène qui sont récupérés dans des grandes surfaces ou proviennent d'achats groupés ou de ventes en vrac. Ils ont aussi des partenariats avec des agriculteurs biologiques ou en circuit court autour de Lyon, et ils vendent notamment des paniers de fruits et légumes. Et pour certaines familles qui sont accompagnées, il y a des tarifs sociaux qui leur permettent d'acheter à prix coûtant et en fait de faire des économies pour passer un moment un peu difficile où ils ont besoin de mettre un peu d'argent de côté. Donc c'est pas de l'accompagnement sur le long terme. Exactement. Voilà, les personnes qui n'ont
enfin pas du tout d'argent pour se nourrir, par exemple, il y a d'autres structures qui s'occupent de ça. Mais n'importe qui peut adhérer à l'épicerie solidaire, Oui, quelle que soit sa effectivement, parce situation, que- et acheter dans l'épicerie à condition de... Voilà, parce qu'effectivement, tu dois cotiser, enfin, tu dois adhérer, donc c'est une cotisation qui est libre, mais tu dois adhérer à l'épicerie pour pouvoir acheter les produits dans l'épicerie. Et en fait, vous trouvez à peu près tout ce que vous trouveriez dans une petite épicerie de quartier. Et donc, c'est aussi ça, de faire du lien social, c'est aussi d'avoir un lieu où les différentes populations du quartier se croisent, avec notamment un effort qui a été fait sur les étudiants, puisqu'il y a un foyer d'étudiants qui est en train de se construire à côté. Et puis, surtout dans cette crise Covid, il y a aussi pas mal d'étudiants qui ont eu des difficultés. Et donc, il y a eu un gros coup de pouce aussi là-dessus. Ils ont donc monté aussi une cantine qui est une cantine participative où tout le monde est cuisinier et cuisinière dans la globalité des tâches et où l'idée c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire les déchets générés par le lieu en essayant de tendre vers le zéro déchet, et puis de créer du lien entre les personnes qui viennent manger. Là encore, on vient manger en payant une contribution qui est volontaire. Et puis, c'est aussi un lieu où il y a différentes activités d'animation qui sont proposées. Il y a un comptoir culturel qui est aussi proposé une fois de temps en temps. Une fois par semaine, le jeudi fois par après-midi, semaine, si voilà. mes souvenirs sont bons. Et du coup, les gens peuvent venir acheter des tickets pour des activités culturelles et se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a comme activité culturelle qui pourrait les intéresser. Vous trouvez toutes les infos pratiques sur leur site. Ce qu'on voudrait enfin, donc c'est épicebon.fr. On vous mettra Épice, le lien sur les réseaux sociaux. Voilà. Et on voulait quand même mentionner, parce que c'est une vraie joie, que cette épicerie et cantine solidaire, elle fonctionne grâce à des bénévoles. Il y a très peu de salariés, en fait, de gens à plein temps, mais il y a des bénévoles qui viennent donner de leur temps pour aider de manière ponctuelle ou de manière plus régulière. Et c'est ça qui permet aussi de contribuer au projet, de créer du lien et de créer de la solidarité dans cette épicerie. Donc, en tout cas, big up à Épicebon, big up à Tania et Hélène qui ont lancé ce lieu. Si ce type de projet d'épicerie solidaire vous intéresse, sachez qu'il y a un réseau des épiceries solidaires qui existe dans toute la France. Et donc, vous pouvez peut-être trouver autour de chez vous une épicerie solidaire dans laquelle vous pourriez aller faire vos courses. Ou aussi il y a plusieurs réseaux, mais tapez déjà épicerie solidaire plus le nom de votre ville et il y a de fortes chances que vous tombiez sur les sites des différentes épiceries disponibles, puisque effectivement ce réseau est en cours de construction, nous a expliqué aussi Tania. Alors il en existe déjà un, mais il y en a un deuxième qui est en train de se créer. Voilà. Vous savez tout, et puis c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. Mettez-lui une note sur votre plateforme de podcast. Spotify, par exemple. Et ça nous aidera beaucoup si vous le faites. Prenez 2 minutes pour le faire, ça aidera à la visibilité du podcast. Tout à fait. Et comme d'habitude, vous pouvez mettre un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook ou un petit cœur sur Twitter. Et surtout... Partagez. Alors, si vous pouvez très facilement l'envoyer par SMS ou par email à des personnes que vous connaissez, c'est aussi ça le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Et en plus, vous le savez, on essaie de vous faire découvrir des choses, et notamment sur la présidence française de l'Union européenne. Donc, si vous voyez des gens qui ne savent pas trop ce que c'est, envoyez-les sur notre podcast pendant les 6 prochains mois. Ils pourront avoir des informations sur ce qui se passe dans cette présidence. Et puis, de manière plus générale, on a cette rubrique « On décrypte l'Europe » et puis les différentes rubriques de diversité, de vie de couple, voilà. Tout à fait. Bon, vous le savez, ce podcast est diffusé tous les lundis ou le dimanche soir pour les plus au taquet. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Sortez basqués. Oui. Gros bisous. Encore tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vraiment, on vous souhaite le meilleur pour vos rêves, pour vos projets, pour vos proches. La réalisation de vos projets les plus chers et la santé, surtout la santé. Tout à fait. Et du coup, à très vite. Pour de nouvelles tranches vitaminées.